Je me tenais sur le seuil de mon propre appartement, mes clés gelées dans la main, tandis que les sanglots de ma fille de 7 ans résonnaient dans le couloir. Je venais de rentrer plus tôt après avoir réussi une opération chirurgicale épuisante de 6 heures, espérant profiter d'un après-midi de calme. Au lieu de cela, la porte d'entrée était déverrouillée et l'air à l'intérieur était imprégné de voix familières, aussi toxiques que familières. Mes propres parents se tenaient dans mon salon, proférant des menaces, dominant ma petite fille terrifiée, tandis que ma sœur aînée retournait mon dressing avec agressivité. Ils mettaient ma vie en pièces, à la recherche de mes bijoux et des actes de propriété de mon appartement. Ils ont souri quand ils ont cru m'avoir piégé, mais ils ont oublié une chose, un chirurgien ne panique jamais sous la pression. Avant de découvrir comment je leur ai fait regretter amèrement d'avoir posé le pied chez moi, suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez cette vidéo pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Leia Bennett, j'ai 36 ans, en tant que chirurgienne thoracique en chef, toute ma vie professionnelle repose sur ma capacité à garder mon sang-froid sous une pression immense. Au bloc opératoire, quand la vie d'un patient ne tient qu'à un fil, la panique est un luxe que je ne peux pas me permettre. Je suis entraînée à regarder le sang, le chaos et les crises soudaines avec un calme glacial et calculé. Mais rien, absolument rien, durant mon internat ou mes années à l'hôpital, n'aurait pu me préparer à la scène écœurante qui m'attendait dans mon propre salon. La porte d'entrée était ouverte, et un lourd pressentiment s'est immédiatement logé dans ma poitrine. 1. Franchissant le seuil, le son déchirant des sanglots de ma fille a percé le silence du couloir. Je me suis précipitée à l'intérieur, et ils étaient là. Mes parents, Arthur et Éléonore, se tenaient au centre de la pièce comme des soldats envahisseurs, hurlant des menaces au-dessus de ma petite fille terrifiée. Pendant ce temps, des bruits fracassants provenaient du fond du couloir. Ma sœur aînée, Vanessa, saccageait violemment ma chambre principale. Ils vidaient mes tiroirs à la recherche de mes bijoux de famille et des titres de propriété de mon appartement. Quand mes parents m'ont remarqué, leurs expressions se sont figées dans une méchanceté pure. Ils ont crié que je leur devais tout, sous prétexte que j'avais abandonné la famille pour poursuivre ma carrière médicale lucrative alors qu'ils galéraient. Ils pensaient avoir piégé une femme faible et éplorée, ignorant totalement qu'ils venaient de franchir une ligne de non-retour. Pour comprendre comment ma propre chair et mon sang pouvaient me regarder avec une telle malveillance, il faut comprendre la dynamique familiale toxique qui couvait depuis plus d'une décennie. J'ai acheté cet appartement de standing entièrement par mes propres moyens, en travaillant 80 heures par semaine pendant mon internat, sacrifiant mon sommeil, ma jeunesse et ma santé mentale tout en économisant chaque centime. Pendant ce temps, Vanessa était l'enfant prodige, celle à qui on pardonnait tout. Elle a dilapidé tout son argent ainsi qu'un immense héritage de nos grands-parents dans un train de vie luxueux, des vacances interminables et des projets commerciaux désastreux. Entièrement financés par nos parents complices. Arthur et Éléonore m'avaient traité pendant des années comme une étrangère, ignorant mes réussites et ne m'appelant que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Mais dès qu'ils ont réalisé le succès de ma carrière médicale, leur indifférence a vite tourné à la cupidité. Les dettes de Vanessa l'avaient enfin rattrapée, au lieu d'assumer. Ils ont décidé que le fruit de mon travail leur revenait. Ils croyaient sincèrement que, parce que nous partagions le même sang, ils avaient le droit d'entrer chez moi pour voler les fondations que j'avais bâties pour ma fille. Cette intrusion n'était pas une simple colère, mais un complot prémédité pour me dépouiller de tout afin de renflouer la faillite financière de Vanessa. Ma formation clinique a pris le dessus, étouffant la rage qui brûlait en moi. Dans une situation tendue, hurler ne fait qu'aggraver la crise, et ma priorité absolue était de protéger ma fille.
Je devais les faire sortir pour pouvoir réfléchir. J'ai donc décidé d'utiliser leur arrogance contre eux en jouant leur jeu. J'ai pris une grande inspiration, relâché mes épaules et forcé ma voix à trembler, comme si j'étais une femme brisée, intimidée par leur présence. J'ai regardé Arthur, Éléonore et Vanessa, qui venaient de revenir dans le salon, et je leur ai dit que je ne pouvais plus lutter. J'ai prétendu que le stress de ma carrière et l'éducation de ma fille m'avaient épuisé. Avec des larmes dans les yeux, j'ai accepté de signer le transfert de propriété et de leur remettre ma boîte à bijoux dans exactement 3 jours. Je les ai simplement suppliés de quitter mon domicile pour que je puisse calmer ma fille. Me voir vaincue a fait sourire Vanessa avec un triomphe absolu. Arthur a tapoté sa poche en me disant qu'ils attendraient mon appel, tandis qu'Éléonore ricanait en disant qu'il était temps que je fasse preuve de loyauté familiale. Tous les 3 sont sortis en jubilant, persuadés de m'avoir brisé. Ils croyaient avoir remporté une victoire facile, ignorant que leur fête n'était que la première étape d'un piège soigneusement élaboré. Dès que la porte s'est refermée, mon expression d'impuissance a disparu. J'ai porté ma fille dans sa chambre, la serrant fort, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Une fois en sécurité, j'ai accédé au flux cloud crypté de mes caméras de surveillance. En visionnant les images, mon sang s'est glacé. Vanessa ne cherchait pas seulement des bijoux, elle prenait des photos. Haute résolution de mes diplômes médicaux, de mon passeport et de mes relevés financiers. Elle tentait une usurpation d'identité. Le lendemain, j'ai contacté un avocat d'affaires spécialisé dans la criminalité financière. Ensemble, nous avons découvert un vaste réseau de fraude. 3 mois plus tôt, mes parents avaient aidé Vanessa à orchestrer un coup, ils avaient utilisé mes informations volées et une signature falsifiée pour obtenir un prêt commercial de 400 000 € au nom de Vanessa, en utilisant mon nom comme garante principale. Ils n'avaient pas payé la première échéance et la banque s'apprêtait à me poursuivre. Ils avaient tenté de détruire ma carrière pour masquer leurs crimes. Mais ils avaient laissé des preuves matérielles, et j'étais prête à m'en servir pour les anéantir. 2 jours plus tard, j'ai organisé une rencontre sous prétexte de signer les papiers de transfert. Au lieu de les recevoir chez moi, j'ai loué une salle de conférence prestigieuse en centre-ville. J'ai appelé Sydney, l'avocat recommandé, pour qu'il s'assoie à mes côtés. La famille est arrivée à l'heure, rayonnante d'arrogance. Vanessa portait un manteau de marque qu'elle ne pouvait manifestement pas se payer. Ils étaient accompagnés d'un avocat immobilier bon marché qui semblait très mal à l'aise dans ce cabinet de standing. Il me regardait avec une satisfaction béate, me pensant toujours aussi terrifiée. Vanessa ne prenait même pas la peine de cacher son sourire en me demandant si j'avais apporté la boîte à bijoux. Je n'ai rien dit. Je me tenais au bout de la table en acajou, les mains croisées, opposant à leur sourire cupide un calme glacial. J'ai laissé leur sentiment de victoire monter crescendo. Ils croyaient qu'ils étaient à quelques secondes de me ruiner. Légalement. Ils ne savaient pas qu'ils entraient directement dans mon théâtre. J'ai sorti plusieurs dossiers épais de mon sac et les ai fait glisser sur la table. Vanessa s'est emparée des papiers, mais dès qu'ils ont lu la première page, leurs sourires ont disparu. Leur avocat est devenu livide, ses mains tremblant alors que ses yeux parcouraient les lignes. Il ne regardait pas des actes de propriété, mais une notification légale détaillée incluant des charges de vol aggravé, d'usurpation d'identité, d'effraction et de fraude bancaire. J'ai regardé ma sœur, horrifiée, et lui ai expliqué que mes caméras avaient enregistré chaque seconde de son intrusion. J'ai ensuite révélé la pile de documents prouvant le prêt frauduleux de 400 000 € obtenu avec ma signature.
Falsifié. La pièce est tombée dans un silence de mort. Arthur, la mâchoire décrochée, me regardait sous le choc. Je les ai informés que la brigade financière de la banque et les enquêteurs de la police avaient déjà été notifiés. Les documents devant eux étaient des aveux formels. Je leur ai donné un choix simple et glacial, signer ces reconnaissances immédiatement, ou la police qui attendait en bas viendrait les arrêter publiquement. Face aux preuves irréfutables, ils ont signé. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Mon avocat a utilisé ses aveux pour supprimer mon nom du prêt, obligeant la banque à se retourner directement contre Vanessa. Incapable de rembourser les 400 000 € et ses dettes de jeu, Vanessa a dû déclarer une faillite totale et a reçu 3 ans de mise à l'épreuve pour usurpation d'identité. Pour éviter la prison, Arthur et Éléonore ont dû liquider leur épargne retraite et déménager dans un petit appartement en location dans un quartier difficile, perdant le statut social qu'ils avaient si désespérément cherché à protéger. De mon côté, j'ai vendu l'appartement du centre-ville et déménagé avec ma fille dans une belle maison calme, plus proche de mon hôpital. Notre nouvelle vie est paisible, remplie de rires et totalement libérée de leur cupidité toxique. Qu'auriez-vous fait si votre propre famille s'était introduite chez vous pour tenter de ruiner votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez voir plus d'histoires de justice douce, cliquez sur les vidéos qui apparaissent maintenant sur votre écran. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.